Bonjour, merci Monsieur le Président. Moi, je ne vais pas vous parler de DAS, je ne vais pas trop vous parler d'effets thermiques, je vais vous parler de toxicologie en fait. Donc je suis partie des propositions que j'avais faites il y a à peu près un an au comité de dialogue de l'an dernier où quand on a abordé ce sujet, j'ai effectivement dit que pour moi il fallait faire un travail sur la physique et on en a beaucoup parlé, mais qu'il fallait aussi beaucoup l'arrimer à la biologie. Parce que de quoi est-ce qu'on parle? Et surtout, quand on parle des effets thermiques, de quoi est-ce qu'on veut protéger la population quand on ne parle que des effets thermiques? Aujourd'hui, on sait que des effets biologiques sont reconnus sur l'activité électrique de notre cerveau, sur les problématiques de dommages à l'ADN. On a vraiment une augmentation du niveau de la preuve qui est tout à fait remarquable. On a aussi également beaucoup de choses sur la problématique des rythmes circadiens qui est en voie de construction. Et donc, se pose la question de quels facteurs et comment est-ce qu'on construit ces valeurs et indicateurs qui visent à protéger notre santé. Et je pense que la grosse différence qu'on a dans les ondes, c'est qu'on a déjà un espèce de filtre flou qui est opéré au travers des études épidémiologiques. On part des études sur différentes pathologies, alors que effectivement dans la toxicologie, on va s'intéresser à l'impact de substances plus sur les cellules, le fonctionnement biologique, moléculaire, le métabolisme et qui préfigure finalement des pathologies beaucoup plus lourdes et beaucoup plus installées sur le long terme et donc effectivement avec des grosses difficultés à pouvoir les identifier avec des études épidémiologiques. Donc voilà, je suis repartie de ça et finalement ça correspond à l'établissement de valeurs toxicologiques de référence. C'est ce que l'ICNIRP essaye de nous faire croire quand ils élaborent leurs directives. Donc je vais vous parler de la façon dont on voit cela à Priartem. Donc déjà, pour nous, le premier problème, c'est que ce qui est fait notamment avec les indicateurs actuels, c'est que la notion de temporel, de durée d'exposition, et Marc Arasi en a très bien parlé, n'est pas du tout intégrée. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Et donc, pour nous, il y a déjà un travail qu'il faudrait vraiment faire sur cette notion de dose. De quoi est-ce qu'on parle exactement? De quelle manière le facteur se dépose sur l'organisme? Et ce qui autorise également des considérations sur la façon dont cette dose arrive sur l'organisme dans le temps, c'est-à-dire est-ce que c'est continu, est-ce qu'il y a des pics, est-ce qu'il y a des répétitions de doses, et donc ça ouvre également un tas de nouvelles questions. Et également, on a des problématiques liées à des facteurs physiques ou physiologiques qui aujourd'hui ne me semblent pas du tout considérés dans le travail qui est fait jusque-là sur ces valeurs, mais qui peuvent être tout à fait déterminants. Alors j'en ai cité quelques-uns dans mon papier, la polarité, la directivité de l'onde, les harmoniques, les effets de réflexion, le décalage de phase. Je voulais juste faire un petit focus sur cet exemple de la résonance, puisque c'est un sujet qui est apparu dans le rapport sur les enfants, où l'ANSES a très bien montré qu'en fonction de la taille des individus, et notamment soit les personnes de petite taille, soit les enfants, on avait effectivement des valeurs qui étaient un petit peu bouleversées si on prenait en considération cela par le biais d'effets de résonance. Et donc on peut se poser aussi la question, de manière beaucoup plus fine, de se dire mais la taille de l'individu c'est très bien, mais est-ce qu'on peut pas aussi avoir ce genre de phénomène sur d'autres compartiments, on va dire, de l'organisme, que ça soit au niveau des muscles, des cartilages, des mitochondries, de l'ADN. Et là, je vous ai pris l'exemple de l'os hyoïde. Donc, c'est ce petit os qui est sous le cou, qui n'est rattaché à pas grand-chose à part via des muscles, en forme de U et qui pourrait très bien jouer le rôle d'antenne, par exemple. On a quand même des questions assez pointues si on veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'organisme. Sachant que là, l'os, il est tout à fait au niveau de ce qui se passe au niveau de l'antenne, mais ça n'est qu'un exemple de ce qui pourrait se passer pas bien ailleurs. L'autre exemple, c'est le sexe des individus, puisque j'ai appris, peu de gens savent ça, en visionnant le documentaire Lady Sapiens, que les archéologues déterminent le sexe des crânes fossilisés par l'intermédiaire de la marque dans l'oreille interne qui différencie l'homme des femmes. Donc les femmes ne sont pas faites de la même façon, mais y compris dans les oreilles internes. Et donc, cette question de sexe me paraît importante parce que les études qui sont prises en considération
considère-t-elle ces différents facteurs? Voilà, donc ce sont quelques exemples pour illustrer mon propos. Donc, pour résumer, ces valeurs toxicologiques de référence intègrent cette notion de dose, mais dépendent également du facteur considéré, donc des paramètres physiques de l'onde et leur combinaison entre eux. La durée de l'exposition, est-ce qu'on parle d'une exposition aiguë, d'une exposition subchronique ou d'une exposition chronique? Jusqu'à preuve du contraire, l'ICNIRP ne travaille que sur des expositions de type aigu qui sont élargies, on va dire, à des expositions chroniques, mais là, on a un gap entre les deux qui n'est absolument pas démontré. Ça dépend de la population cible. On a parlé des hommes et des femmes, mais on a bien d'autres. On a les enfants, les personnes épileptiques. On peut aussi avoir tout un tas de différences en fonction des populations. Du mode d'exposition, est-ce qu'on est en champ lointain, en champ proche, au contact et même maintenant en interne, puisqu'on a des appareils maintenant qui peuvent être implantés. Du type d'effet, par exemple les dommages à l'ADN, le stress oxydant, l'apoptose, et du mode d'action du facteur. Donc, je voudrais revenir sur ces notions parce qu'aujourd'hui, on a des CNIRP qui nous pondent, on va dire, des valeurs, mais dont la démonstration n'est pas vraiment accessible. On a les courbes dose-réponse, les doses sans effet, les doses de plus faibles effets, etc. Donc, il y a des méthodes qui existent pour établir ces valeurs qui ne me paraissent pas du tout prises en considération dans le travail qui est fait au niveau de l'ICNIRP. Alors, on a parlé des facteurs de sécurité. Ces facteurs de sécurité-là font partie de ces méthodes. Aujourd'hui, l'ICNIRP retient des facteurs de 50 et de 10 seulement pour les travailleurs, là où la toxicologie classique tape plutôt sur des facteurs de 1000, surtout quand on est dans le cas de valeurs qui sont étendues à des situations d'exposition chronique. C'est le premier point, la première question, qui rejoint aussi la question que j'ai posée ce matin sur la question en lien avec la publication qui a été faite montrant que quand on parle de dose en joules par kilo par jour, on n'a plus du tout le même paysage au niveau des expositions, par exemple pour des riverains d'antenne. Donc on pourrait très bien imaginer que dans des études épidémiologiques, on ait des facteurs confondants, du fait d'avoir classé peut-être des riverains d'antenne qui n'utilisent pas le téléphone portable, par exemple, dans le groupe des non-exposés, alors qu'ils sont peut-être riverains d'antenne et que si on prend en considération que le niveau d'exposition, on n'aura peut-être pas du tout la même vue que si on prend leur dose journalière reçue. Voilà. Alors c'est d'autant plus prégnant que, effectivement, avec les nouvelles antennes 5G, on va avoir une espèce de furtivité où là, on a quelque chose qui va nous rendre la tâche encore plus compliquée. Donc, il y a des méthodes qui existent. L'ANSES travaille dessus, on le sait. Là, j'ai pris l'exemple d'une méthode Ineris qui avait le mérite d'être relativement simple pour cette proposition aujourd'hui. Alors, quand on établit ces valeurs, déjà, la première question qui se pose, c'est est-ce qu'on a affaire à des effets du facteur qui est réalisé avec ou sans effet de seuil. Avec effet de seuil, c'est-à-dire que l'effet n'apparaît que quand l'organisme ou la cellule est exposée à un certain niveau de facteur, et l'exposition sans seuil, c'est dès l'exposition même faible au facteur, un effet peut se faire sentir. On sait que les effets génotoxiques sont des effets sans seuil. Aujourd'hui, au vu de la littérature sur les ondes électromagnétiques, l'accumulation de données sur les effets génotoxiques des radiofréquences, on peut vraiment se poser la question de savoir si on n'a pas des effets dits sans seuil, ce qui modifie la façon d'appréhender la construction de ces valeurs. Donc ça me semble être la première question. La seconde question, c'est quand bien même on aurait ça, est-ce qu'on n'a pas affaire à des effets de type perturbation endocrinienne, c'est-à-dire, je détaille, des facteurs qui occasionnent des effets à faible dose, c'est-à-dire des effets qui se rencontrent à faible dose, qui sont différents d'effets qui apparaîtraient à plus forte dose, et même des effets qui, à faible dose, auraient même des effets plus forts qu'à plus forte dose, avec des courbes dose-réponse dites non monotones. Donc là, on est dans des systèmes non linéaires. Et là encore,
au vu de la littérature, du fait que dès 93, j'ai un document du CNET de 93 qui explique que les ondes impactent le métabolisme, notamment les hormones. Donc voilà, si ça impacte les hormones, on peut considérer qu'on est dans de la perturbation endocrinienne. Donc c'est vraiment une question qui paraît également très importante. Sur ce type de perturbation, on a également une dépendance à la période d'exposition, et notamment la périnatalité. Donc là, on sait pertinemment qu'on va devoir traiter peut-être la question des enfants de manière beaucoup plus prégnante. Vient également la question des effets cocktails, le mixte entre différents facteurs. Et là aussi, on a de la littérature qui montre très clairement qu'on a une interaction entre les ondes et d'autres facteurs. Je pense notamment à la fameuse publication de l'ERCL de 2015, qui est une réplication qui montre l'effet co-cancérogène des radiofréquences à des niveaux inférieurs aux fameuses normes de l'ICNIRP. Donc ça paraît quand même important, surtout quand on connaît Monsieur l'ERCL. Comme quoi, on peut trouver des choses même si on est pro-industrie. Et également des effets transgénérationnels, c'est-à-dire qui peuvent se propager ou se développer différemment d'une génération à l'autre. Et là aussi, on a de la littérature en matière de radiofréquence. Alors, sur ces fameuses valeurs limites, et si on prend la méthodologie habituellement consacrée, une grosse question, c'est quel est le mode d'action du facteur sur l'organisme, la cellule ou le système biologique qu'on est en train d'étudier. Et là, on a une publication qui m'a paru tout à fait remarquable, qui est une série de 3 revues. Et la première partie, ça a permis de formaliser des questionnements que je me pose depuis longtemps, et notamment cette question: Are we using the right physics model in standard setting? Utilisons-nous le bon modèle physique dans l'établissement des normes? Alors j'y reviendrai un peu plus tard, je vais d'abord poser cette question-là. C'est la question du fameux 10 MHz. Qu'est-ce que c'est que ce 10 MHz? C'est la valeur postulée par l'ICNIRP qui veut qu'au-delà de la fréquence de 10 MHz, les ondes électromagnétiques n'auraient plus comme effet que des effets thermiques, et que les effets de stimulation nerveuse qu'on voit à plus basse fréquence ne seraient plus dignes d'intérêt. Et là, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose à interroger. Comment est-ce que ce seuil a été établi? Est-ce qu'il est pertinent? Au regard des constats qui sont faits, on ne peut vraiment que s'interroger sur ce postulat, puisque déjà on a l'ANSES qui nous dit qu'on a des effets sur l'activité électrique du cerveau. On a Monsieur Le Dréan qui travaille sur le projet Remedy, qui vise à développer des traitements par stimulation locale, des traitements contre la douleur chronique à base de bracelets posés au niveau du poignet pour stimuler les nerfs qui sont au niveau du poignet par des ondes millimétriques. Donc on a des faisceaux d'indices qui pour nous montrent que cette valeur de 10 MHz est tout à fait artificielle et sans doute complètement fausse, et qu'on a tout à fait des effets de stimulation nerveuse au-delà de cette valeur, et que ces fameux effets non thermiques sont peut-être à rechercher de ce côté-là. Pour encore illustrer mon propos là-dessus, je me souviens très bien d'un expert bien connu dans le domaine qui, sur la question des études faites à Amiens sur les rats, signalait que les courants locaux dans les cages métalliques, par des expositions relativement modestes, occasionnent des courants locaux qui sont assez proches du niveau de perception des animaux. Donc on commence à deviner que de ce côté-là, il y a sans doute quelque chose à chercher. Monsieur Croft, lorsqu'on l'a auditionné il y a quelque temps, quand j'ai posé cette question, au lieu de répondre sur le mode « oui, on a des études bien établies qui montrent que ce qu'on avance à l'ICNIRP là-dessus est vrai », a répondu en disant « si la science montre qu'il y a des effets, on en tiendra compte ». Mais c'est l'inverse qui doit se produire, c'est à eux de démontrer que leur seuil est valable et pas l'inverse. Enfin là, on a quelque chose de tout à fait exceptionnel, je trouve. Donc, je voudrais revenir à la publication dont je vous parlais il y a quelques instants, là, sur le modèle physique. Et en fait, assez simplement, on comprend que actuellement les valeurs limites fabriquées par l'ICNIRP reposent uniquement sur le principe de la thermodynamique, c'est-à-dire de l'effet thermique qui se diffuse, et avec l'hypothèse que on arrive à un équilibre du système à 6 minutes ou maintenant 30 minutes, en fonction des fréquences, tandis que les auteurs de la publication, eux, tablent plutôt, ou en tout cas indiquent le fait que le principe physique sous-jacent, c'est-à-dire de l'énergie déposée par les ondes électromagnétiques, donc le quantum, qui peut arriver par
paquet sur un organisme ou sur une cellule ou sur un système biologique, un organisme, etc., devrait plutôt être le point d'intérêt pour comprendre. Et là, on comprend effectivement pourquoi l'ICNIRP base son système sur ces fameux 6 minutes, parce qu'il part du principe que le système est à l'équilibre et donc après, il se passe plus rien. Eh bien, c'est un postulat qui n'est absolument pas démontré. On voit bien qu'il y a d'autres hypothèses de travail qui sont sur la table. Donc tout ça, c'est beaucoup de questions aux experts, quelques questions à l'ANSES. Alors bon, quand même, faut être sérieux. Sur ce modèle, disons, thermodynamique, la question, c'est est-ce que le modèle thermodynamique, finalement, qui fonde les valeurs, qui fondent notre réglementation actuelle, donc ce modèle thermodynamique, est-il vraiment en capacité de rendre compte des phénomènes biologiques complexes et non linéaires, telles que les réactions radicalaires qui sont impliquées dans certaines cascades de réactions, notamment dans le système immunitaire, les cycles biologiques, la chroniobiologie, les réactions enzymatiques. Comment est-ce qu'on peut rendre compte du fait que les radiofréquences en fait constituent des stimuli, que les systèmes biologiques peuvent sans doute se comporter comme des diodes ou des amplis, des transistors, fonctionnant on ou en off. Ça aussi, on a de la littérature là-dessus. Quelle prise en compte des propriétés magnétiques des systèmes biologiques, à commencer par l'EM des globules rouges et les dépôts de magnétite, par exemple dans les zoolithes au niveau de l'oreille interne. Comment est-ce qu'on peut rendre compte qu'un système biologique ou un organisme puisse se situer à différents niveaux de réponse face à ces stimuli? Est-ce qu'il est en phase d'alerte? Est-ce qu'il est en phase d'adaptation? Ou est-ce qu'au contraire, il est en phase d'épuisement? Ce qui a forcément des implications sur les résultats et sur l'interprétation. Si vous mesurez, par exemple, une hormone chez des animaux ou chez des êtres humains, mettons au hasard des électrosensibles ou des gens en voie d'être électrosensibles, si vous les mesurez en phase d'alerte, vous allez peut-être avoir un max d'une certaine hormone. Par contre, si l'organisme est totalement épuisé, comme on voit certaines personnes arriver dans nos permanences téléphoniques, eh bien l'hormone va peut-être être au contraire complètement en bas. Vous faites la moyenne. Si vous ne comparez pas des populations qui sont dans les mêmes stades d'état, on n'obtient jamais de résultats concluants et on ne comprend strictement rien à ce qui se passe. Donc là, voilà, ça c'est un point qui paraît très important sur l'analyse statistique des résultats. Le modèle, disons, de dépôt d'énergie, finalement, est un modèle quantique, plus stochastique. Et donc, qu'est-ce que ça a comme implication dans les études biologiques et épidémiologiques? Est-ce que ça ne doit pas déterminer aussi les indicateurs et les standards? Et moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est ce vocable de lien de cause à effet qu'on nous ressort à chaque fois sur cette problématique d'effets avérés ou non avérés. Est-ce que dans un système stochastique, on peut vraiment répondre de cette manière? Enfin, ça pose aussi la question, effectivement, des effets avec ou sans seuil. Bon. Surtout si on a des réponses non monotones, comment est-ce qu'on fait? Je voulais aussi savoir si les experts avaient pu prendre en considération les résultats préliminaires de l'étude d'Emeter sur l'EHS, qui montre quand même que cette population présenterait des altérations à l'activation du facteur ATM, de réparation de l'ADN. On voit ça dans l'évaluation du labo de Rennes, c'est clairement indiqué. Et donc ça pose la question effectivement de la protection des plus vulnérables. Je suis désolée, mais je ne sais pas quel facteur de détriment on va accorder aux ondes électromagnétiques, mais la médiane de personnes électrosensibles établie par l'ANSES au vu des chiffres internationaux, c'est quand même 5% de la population. Voilà, c'est quand même une petite question tout à fait intéressante à relier à la gestion du risque. Sur les facteurs de sécurité, question de l'âge, du sexe, de la condition de santé, de la susceptibilité individuelle et surtout des conditions d'environnement. Parce que aujourd'hui, l'ICNIRP nous dit qu'un homme adulte au repos, en chemisette, à température ambiante, peut monter d'1 degré à 4 watts par kilo en une demi-heure. Mais quid d'un nouveau-né prématuré qui fait de la fièvre par temps de canicule? Est-ce que les valeurs limites de la facteur de 50 est-il bien suffisant et bien raisonnable pour ce cas-là, par exemple, qui est quand même pas non plus un cas exceptionnel. Hein. Alors j'ai quand même encore une question. Alors pour l'agence, c'est la question de l'analyse critique de ces fameuses lignes directrices de l'ICNIRP. Donc c'était prévu en 2021, c'est inscrit à 2022, mais jusqu'à présent, j'ai pas senti un enthousiasme délirant de la part de l'ANSES à vouloir ouvrir ce chantier. Donc la question c'est quand est-ce que l'agence va effectivement opérer ce qui est inscrit dans cette fiche à ce niveau-là. Voilà. Donc en conclusion, ça nous occasionne quand même un paysage extrêmement complexe. Et donc, vis-à-vis de la gestion du risque, la question n'est-elle pas
de recommander la révision déjà des normes et la non-dégradation de notre environnement électromagnétique, parce qu'aujourd'hui avec la 5G, on ne cesse d'augmenter le paysage électromagnétique, et l'application du principe ALARA. Une expression claire de l'ANSES serait vraiment la bienvenue vis-à-vis d'un tas de sujets en la matière. Voilà, je vous remercie.